Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Il me semble que le chemin à parcourir pour être formateur et vivre des formations commence à s'éclaircir. C'est ce que j'ai compris cette semaine et que j'aimerais vous transmettre. Je crois que j'ai globalement que ça à vous transmettre. Donc on est logiquement, et je sais que je dis ça à chaque podcast, mais sur un des épisodes les plus courts, je pense, de cette saison et même du podcast. Il s'est pas passé grand-chose cette semaine. J'ai avancé sur un article de ma thèse. L'objectif de ces vacances, dans tous les cas, c'est d'avancer sur les articles. Donc, encore une fois, étant donné que déjà je suis un peu perdu sur le podcast et je suis perdu sur la dose d'informations que je vous donne sur mes articles, entre dévoiler mes hypothèses ou pas et attendre que ce soit publié, mais quand même vous transmettre quelque chose. Comme je ne suis pas décidé, je ne sais pas trop quoi vous dire sur cet article, à part dire que j'ai avancé dessus et que ça fait du bien de relire à tête reposée ce qu'on écrit parce qu'on voit les choses de manière plus logique. Et oui, tiens, ce que je comprends sur l'écriture et que je peux transmettre, c'est que j'ai soumis mon premier article la semaine dernière et donc là, je suis sur l'article numéro 2. J'ai oublié les noms que j'avais attribués, mais justement, je pense qu'en saison 3, ce sera un petit peu plus clair et j'éclaircirai. Euh, Ce que je comprends et ce que j'ai mieux compris, c'est que il vaut mieux être plus clair sur les hypothèses qu'on pose et donner des hypothèses en début d'article, répéter pendant les résultats et revenir sur les hypothèses dans la discussion. Ça fait une trame et en fait c'est la manière générale d'écrire un article. Et c'est bête, mais c'est quelque chose que j'avais oublié de revenir assez souvent sur les hypothèses. Pourtant, c'est quelque chose de classique auquel il faut penser. Mais voilà, ça me rappelle ça. J'ai rajouté une hypothèse. Je reviens sur mes hypothèses dans les résultats et dans la discussion. Et je suis assez satisfait de cet article que je suis en train d'écrire pour dire globalement la portée qu'il pourrait avoir. En fait, je critique un des modèles les plus répandus de la confiance en psychologie. Et il y a une manière de prédire la confiance qui est mise en avant. Et moi, je dis que cette variable n'a pas beaucoup de sens et qu'il serait peut-être plus intéressant d'avoir une autre variable qui est proche mais qui n'est pas la même et d'en créer une mesure. Et du coup, cet article, c'est la création de cette mesure avec la justification de en quoi on pense que c'est plus pertinent notre mesure que la mesure définie dans le modèle le plus connu. Et les statistiques marchent et du coup on montre que la nouvelle variable, le nouveau construit, prédit mieux la confiance que le construit qui est dans le modèle de base. Donc c'est super intéressant comme avancée sur la confiance. Ça veut dire que euh, l'idée qu'on a eue, hein, que j'ai pas eue seul, mais qui était plutôt dans ma tête et que les co-auteurs m'ont aidé à mettre en avant, permet de mieux prédire la confiance que le modèle originel de la confiance. Et donc, moi, je trouve ça super excitant d'avoir cette position, de pouvoir trouver quelque chose de nouveau qui marche mieux que la littérature en vigueur. Donc, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cet article. Mon but était de le finir cette semaine. J'ai fini une relecture complète. Maintenant, il faut le mettre en page, donc on va dire que je suis un petit peu en retard sur l'objectif, parce que la semaine qui arrive devrait être sur le troisième article, pour me dire que avant mes vacances qui arriveront fin de semaine prochaine, j'aurai avancé, en fait j'aurai fini les 3 articles en cours, et ce sera un bon moment pour faire une pause. Pour une fois, je suis pas sûr d'y arriver, mais j'ai pas l'énergie nécessaire pour tout donner pour y arriver forcément. Donc je fais en fonction de ce que j'ai. Et ce sera justement le sujet de fin sur le développement personnel. Mais avant, je vais aborder du coup le sujet par lequel j'ai introduit, qui est que ça y est, je crois commencer à comprendre
le parcours qu'il faut avoir pour faire une formation. Je suis assez satisfait parce que j'ai normalement, et c'est pas fait, et j'en parlerai parce que ça fait partie de la discussion que j'ai eue, mais je vous présenterai un organisme de formation avec lequel normalement je vais travailler pour former sur la confiance. C'est pas fait, donc voilà, j'en parle pas plus précisément que ça. Mais j'ai eu un rendez-vous avec un organisme de formation qui est, à ce qui paraît, assez reconnu dans le domaine de la santé. Et donc, je devrais travailler avec eux, à confirmer et à valider et à fêter vraiment quand ce sera signé. Mais ils m'ont mis en tête quelque chose qu'on ne m'a pas demandé et quelque chose qui est important pour ceux qui veulent vivre de la formation ou être formateurs. Et donc, il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui, je ne sais pas, se projettent vers de la formation ou se projettent vers un financement de thèse par de la formation. C'est le NDA. Et j'ai oublié l'acronyme, numéro de déclaration de je sais plus quoi. Je vais faire une pause et je vais regarder et je vais vous le dire. Donc c'est un numéro de déclaration d'activité. Et en fait, c'est un numéro qu'on doit avoir en tant que formateur. Et ce que j'ai compris, c'est que en fait, on doit mettre en avant toutes les formations qu'on fait dans l'année, déclarer les formations qu'on fait. Et ça, personne ne me l'avait dit. Après, j'ai pas fait de cours de formateur. Mais en fait, il faut savoir que quand on signe un premier contrat avec un organisme de formation, en fait, il faut le référencer sur un site. Je crois que c'est le MFA. Alors j'ai refait pause et j'ai re-regardé, c'est le MAF, mon activité formation. Et en fait c'est une plateforme sur laquelle il faut mettre en avant nos activités de formation. Et quand on a la première relation avec un organisme de formation, il faut le mettre sur cette plateforme, ce qui nous donne un numéro de déclaration d'activité. Et ce numéro de déclaration sera mis annuellement avec toutes les formations qu'on a fait pour déclarer. Donc en fait, il faut déclarer les formations qu'on fait, ce que je savais pas, parce que pour l'instant, j'ai eu des contrats et mes prestations ont été soit des vacations, soit des conférences, mais j'ai pas encore fait de prestations liées à un contrat d'association avec un organisme de formation. Et donc, on m'a pas encore demandé de numéro de NDA, numéro de... Bon, j'ai déjà oublié, mais, mais voilà, on va appeler ça NDA. Et c'est important, donc ça se précise, c'est quelque chose de très généraliste, enfin très administratif plutôt que je vous transmets aujourd'hui, mais en tout cas voilà, c'est un truc très pragmatique pour suivre ma voie. Et donc j'en viens à ce que je comprends de la stratégie que j'établis, qui est un peu plus claire. J'avoue que je relâche un petit peu la pression et la charge de travail, ce qui me permet un peu de m'aérer l'esprit pour comprendre ce que je fais et où je vais, et ça ira beaucoup mieux avec les vacances, je pense. Et en fait, la stratégie à adopter, qui est finalement celle que j'ai fait, mais j'ai un petit peu tout fait en même temps, donc si je peux vous faire gagner quelques mails, moi j'avais commencé par démarcher des hôpitaux, des associations, etc., et des organismes de formation. Et en fait, j'ai l'impression que pour commencer, quand on a un diplôme, c'est pas mal de commencer par un organisme de formation. Pourquoi je dis quand on a un diplôme? Parce que je pense que j'ai la chance que mon CV soit assez attractif, ce qui fait que c'est assez dur d'être associé à un organisme de formation quand on n'a jamais fait de formation. Mais étant donné que je suis doctorant sur le sujet sur lequel je forme, on se dit quand même que je sais de quoi je parle. Après, je pense que je fais le travail de présentation, essayer de me rendre convaincant quand j'ai des entretiens. Mais j'ai le sentiment que la stratégie adoptée, pour mon cas précisément, c'est devenir expert d'un sujet ou avoir des diplômes qui montrent qu'on est assez compétent dans un sujet, trouver un sujet porteur mais pas très répandu, parce que si c'est très répandu, ce seront ceux qui ont de l'expérience qui passeront devant. Moi, la confiance dans la santé, c'est pas quelque chose qui est très répandu, et même la psychologie sociale dans le champ de la santé, c'est pas quelque chose de très répandu. Donc voilà, j'ai la nouveauté qui passe devant mon expérience. Et donc, la première étape, en fait, je pense que c'est s'approcher d'organismes de formation pour s'y associer et avoir quelques premières références, quelques premières expériences, et ensuite se faire son réseau. Développer LinkedIn, et je le répète, pour moi, mes meilleures décisions, on dirait que je fais un bilan, mais finalement, c'est presque un bilan de saison 2. Mes meilleures décisions ont été de me rapprocher d'organismes de formation et de me lancer sur LinkedIn. LinkedIn, c'est marrant parce que je sens que ça fonctionne
de plus en plus dans l'image que ça renvoie de moi, même si j'ai pas forcément de plus en plus de likes. Mais en fait, c'est clair, hein, c'est fait pour du personal branding, donc mettre en avant sa marque personnelle. Et ça fonctionne en fait. On voit, donc après il faut dealer ça avec soi-même, mais on voit dans les yeux des autres qu'on est plus important quand on est un peu quelqu'un sur LinkedIn, quelqu'un avec de grosses guillemets. Il faut savoir que moi je le prends très froidement, je sais ce que je renvoie et je sais pourquoi je le renvoie. Mais voilà, on le sait, et ce qui était marrant, c'est que ça faisait partie de la négociation avec l'organisme de formation, de dire, enfin, pas la négociation, mais justement d'être bien vu, parce que même si j'ai pas beaucoup d'expérience de formation, j'ai mon CV qui vient derrière moi, ma manière de parler, de m'exprimer, et LinkedIn, où en fait on se dit que même si j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis pas n'importe qui, et ça vient avec tout un package de se dire je présente bien, j'ai un bon CV, et j'ai aussi bientôt 4000 personnes sur LinkedIn. Donc à toute proportion gardée, c'est beaucoup pour moi. Et en tout cas, je sens qu'on commence à rentrer dans un chiffre où j'ai plus d'abonnés que les comptes des organismes de formation eux-mêmes, des principaux chercheurs connus. À partir de 4000, on commence à rentrer dans la moyenne où on commence à faire partie du début des gens connus. Après, je crois, il y a un cap à 10 000. Pour moi, il y a plusieurs étapes. L'étape, c'est en dessous de 1000, puis quelques milliers où on se dit que le mec a travaillé. Et quand on rentre entre 5 et 6, on se dit que c'est quelqu'un. Et après, il y a un cap à 10, 10, 15. Et puis, après, il y a les monstres qui sont à 100 000. Mais donc voilà, j'estime que j'ai passé un petit niveau de popularité sur LinkedIn. Je dis ça en toute humilité et avec enfin, de manière froide, hein. C'est juste, je le ressens et c'est un petit peu les caps que je sens. Et voilà, c'est intéressant de voir que moi, c'est la stratégie qui semble marcher, parce qu'il y a encore potentiellement, mais enfin, ça a l'air bien parti, un nouvel organisme de formation qui s'associe. Et en fait, la stratégie que je vous conseille, du coup, si vous commencez et que je commence à comprendre, j'espère vous montrer par les chiffres que ça fonctionne, c'est se développer sur les réseaux. En tout cas, pour ma part, si on a un diplôme, euh, se mettre en avant sur les réseaux et se rapprocher d'organismes de formation et chercher du chiffre, aller vers le plus grand nombre d'organismes de formation pour que si un organisme vous donne un jour de formation par mois et que vous en avez 10, vous avez 10 jours de formation par mois. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à se faire un petit peu d'argent. Et donc voilà, je suis content de voir que toutes mes décisions en fait peuvent se dresser sur un arbre de décision, et il y a la branche principale qui commence à s'éclaircir, c'est que ce qui fonctionne le mieux, ça a l'air d'être ça. Donc voilà, ce que j'ai appris, c'est que je vais peut-être même continuer à me rapprocher à des organismes de formation, parce que j'ai compris que c'en est pas un qui nous rendra riches, et même avant d'être riche, c'en est pas un qui me fera manger, mais c'est par la multiplicité qu'on peut voir. On a différents prix, on a différents tests, et puis il y en aura un dans le lot qui me donnera plus de jours de formation ou qui me payera mieux, et dans ce cas, je questionnerai mes contrats. Mais ouais, ça a l'air d'être quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que se rapprocher des organismes de formation, je vais le faire. J'espère qu'on va quand même me proposer des jours de formation à la rentrée. C'est ce que j'attends. Et cette histoire du NDA, du numéro d'activité auquel il faut penser. Donc si vous suivez ma trace, le fait de s'associer à un organisme doit être associé normalement à une mise en avant sur une déclaration sur le site MAF, mon activité formation, et donc ce qui doit aboutir à un numéro de déclaration que vous devrez donner à certains des organismes de formation. Voilà pour le tuto devenir formateur. Je suis content, ça fait vraiment partie de ce que j'entends par building public. J'ai vraiment compris ça cette semaine, et j'ai surtout compris que ça a l'air de se dessiner comme une bonne lancée. Voilà ce que j'avais à vous dire tout simplement sur l'entreprise et même sur la thèse que j'ai abordée cette semaine. Et pour le développement personnel,
Tout simplement, je passe une période de grande fatigue. En fait, je me suis mis à 100% et même je l'ai compris 120% pendant la semaine du congrès pour soumettre l'article numéro 1 qui avait en fait une date de soumission max. Donc en fait, en plus du congrès, le midi je travaillais, le soir je travaillais, puis on allait passer du temps avec les doctorants et ma direction de thèse, et donc je dormais pas beaucoup, plus je travaillais entre 10 à 12 heures par jour. Donc beaucoup travailler, pas manger, mal manger parce que pas de la manière dont je le souhaitais, pas faire de sport et peu dormir, ça m'a fatigué pour plusieurs jours en fait. Et donc c'est vraiment le moment de prendre des vacances. Et donc la leçon que je tire cette semaine et que je voulais vous transmettre, c'est que il y a des moments, et je suis content d'arriver à le faire, mais en fait malheureusement je le fais trop tard parce que je le fais parce que c'est nécessaire. Il y a des moments où il faut aller vraiment en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et donc là, il me reste une semaine avant mes vacances. Là, j'ai passé une semaine où j'ai pas compté mes heures. J'ai travaillé largement moins que ce que j'aimerais travailler dans une semaine. Mais voilà, quand je me sens open à travailler, je travaille. Quand j'y arrive plus, j'y arrive plus. Là, c'est ce que je vis un peu la semaine dernière et cette semaine. Des fois, je me mets à travailler, je commence à 9h, à 11h, je comprends plus rien. Parce que du coup, là, en ce moment, principalement, c'est de l'écriture d'articles. Si j'y arrive plus, je fais une pause de 2 heures. Voilà, je fais une sieste. Voilà, là, j'en suis vraiment à un haut niveau de fatigue où il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus d'objectifs. Je me tiens justement parce que j'en ai envie à bien dormir, bien manger et faire du sport. Au-delà de ça, pas plus d'habitude plus compliqué que ça, et juste un objectif, finir mes articles. Donc voilà, c'est finalement une période agréable de travail, de se laisser aller et d'avoir des objectifs clairs et de plus être perdu dans j'ai 40 habitudes, j'ai X choses à faire. Bien manger, bien dormir, faire du sport, finir mes articles. Ce sont mes objectifs pour cette fin de saison et donc pour cette semaine. Et voilà, j'en suis content. J'espère vous retrouver la semaine prochaine en vous disant ça y est, j'ai fini mes articles. Sincèrement, je le sais maintenant que mes 3 articles seront pas soumis, mais c'est pas dramatique. Moi, je pense que j'aimerais, et je revois mes objectifs à la baisse en fonction du plus urgent. Ce que j'aimerais, c'est que mes 3 articles soient finis d'écrits en entier. Et si c'est le cas, ça c'est un objectif beaucoup plus réalisable parce que j'en ai un soumis, un que j'ai fini d'écrire parce que j'ai fini la relecture aujourd'hui et ça me va. Je vais avoir quelques corrections de co-auteur, mais ça va pas me prendre beaucoup de temps. Je devrais peut-être le mettre en forme. En fait, je me dis que le mettre en forme et le soumettre pourrait quasiment me prendre la semaine. Mais je pense que ça, c'est le genre de choses qui demande moins de temps et d'énergie. Que je serais content de faire en rentrant des vacances et avec beaucoup d'énergie, je pourrais le faire rapidement. Et je préfère plutôt finir d'écrire l'article 3 cette semaine. Comme ça, je pars en vacances en me disant j'ai fini d'écrire mes 3 articles. En revenant des vacances, je prends quelques jours pour les soumettre. Et voilà, au moins en les soumettant, je vais refaire peut-être une dernière relecture et j'aurai un œil nouveau. Et je pense que j'aurais du mal à partir en vacances en me disant il faut que je me remette la tête dans l'écriture d'un article. Voilà. Donc je revois les objectifs à la baisse. Ce ne sera pas 3 articles soumis avant la fin de saison 2. Mais ce que j'ai compris et ce que je vous transmets, c'est que je ne peux pas. J'y arrive pas. Là, je ne peux plus faire de grosses journées à fond. Tout simplement parce que c'est en plus des tâches qui... j'ai plus beaucoup de tâches organisationnelles. J'ai que des tâches où je dois lire et écrire. Et en fait, je ne peux pas me forcer à écrire. Il faut que j'écrive des choses bien. Donc si j'arrive pas à écrire des choses pertinentes, je le fais pas. J'arrête, je fais une pause. Donc j'irai jusqu'où je peux aller. Je suis en gestion de ressources qui sont très très basses. Et voilà, ce seront de belles vacances. Je vais tout faire pour arriver à ce qui me satisfait le mieux parce que j'ai un grand besoin de clôture avant de partir en vacances. Et ce qui me satisfait, je pense que ça va être de écrire au moins le fond des 3 articles. Et puis si après les vacances, je dois écrire la forme, ce sera le cas. C'est pas ce que je souhaitais avant, mais je pense qu'il faut savoir revoir ses objectifs en fonction de son énergie et là quasiment de sa santé, parce que je pense que si je continue encore plusieurs semaines à fond, on est sur des enjeux de santé. Faut pas s'inquiéter, mais en fait, voilà, ce que je vis, c'est du brouillard, du mal de crâne,
j'arrive plus à me concentrer au bout de 3 heures de travail, donc je vais pas tomber en ruine. Mais voilà, je sens que je suis au bout de mes ressources. Je pense que ça a été des semaines à la fois très chargées, mais aussi très intenses. Et je pense que l'intensité émotionnelle, ça joue beaucoup sur la capacité d'encaisser. Le stress, la pression financière, plus la charge de travail, plus la sortie de zone de confort constante. Ça fatigue. Et donc tout ça qui a abouti sur une dernière semaine où tout s'est mélangé, le stress du congrès, le travail, la pression temporelle. Et bon, ça m'a fait un petit peu craquer en ressources cognitives. Et donc il est grand temps de prendre des vacances. Voilà, donc ça ressemble à un petit résumé de saison. Il y aura un résumé de saison dans tous les cas, et puis c'est l'avant-dernier épisode de cette saison 2. Je ferai un dernier épisode la semaine prochaine. Ça se trouve, ce sera le résumé de saison, je sais pas. Je pense que j'aurai pas l'énergie justement pour faire le point et que ce sera mieux de faire le résumé de saison en saison 3. Mais voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous prenez des vacances, et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.